Je m'appelle Sabia, je viens d'Algérie initialement, j'y suis née et je suis arrivée donc en France lorsque j'avais 5 ans pour étudier tout d'abord à Lille et ensuite grandir à Roubaix. J'ai grandi dans un contexte avec une famille normale, enfin le schéma classique. Une mère donc qui parlait pas forcément le français à cette époque-là et qui ne savait non plus pas non plus lire. Et donc un père qui est arrivé très tôt en France mais qui n'a pas eu la chance de faire des études. Enfin, j'ai un souvenir de cette enfance qui était plutôt celui d'essayer de m'intégrer. Lorsque j'ai intégré l'école, je ne savais pas parler français. Ma langue maternelle étant le kabyle, l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est ma mère qui me disait mais de toute façon tu vas apprendre le français en côtoyant l'altérité. Et c'est ce qui s'est passé finalement au fur et à mesure de mes premières années. L'une de mes premières passions, ça a été le chant. Je me suis toujours identifiée à des grandes chanteuses. Donc à l'époque, c'était Beyoncé. Sur la scène francophone, c'était Jennifer avec la Star Academy. Je me souviens encore de moi devant la télé en train d'essayer de reproduire les chansons, de danser. Grâce à une amie, j'ai découvert la danse, ce qui m'a permis à travers elle de faire mes premiers voyages. Donc j'ai pu, à l'âge de 15 ans, aller à Los Angeles pour découvrir les meilleures écoles de danse du monde qui s'y trouvaient. Le fait que mes parents ne puissent pas forcément comprendre aussi ce que je faisais, je pense que ça m'a beaucoup aidée puisque j'avais pas cette pression des parents qui me disent mais quelle voie tu veux suivre, il faut absolument que tu ailles vers cette voie, etc. Je me cachais un peu vers justement, derrière cette incompréhension-là pour construire ma propre voie. Je ne me suis pas sentie encouragée par mes parents dans ce parcours, dans le sens où c'est l'envers du décor parce que eux ne connaissent que les parcours classiques, donc à savoir l'ingénierie, la médecine, l'avocature. Et donc lorsqu'on essaie de se construire son propre chemin, bien sûr nos parents nous soutiennent, mais ils ne savent pas tellement ce qu'on fait. Donc on se retrouve un peu seul face à nos choix, ce qui développe aussi une force de caractère que peut-être d'autres ne doivent pas développer. Alors je pense que j'ai toujours été idéaliste, donc ça m'a permis de rêver grand, on va dire, et de penser que l'impossible était possible. Donc oui, je pense que initialement j'ai toujours cru que je pouvais dépasser ma condition sociale, mais bien plus que la réalité ne le permet. Au fur et à mesure que l'on avance, ça crée aussi des désillusions. À ces moments de désillusion, il faut toujours retrouver la force de repartir et de se dire qu'on peut quand même continuer d'y aller. Donc j'ai commencé les études de mathématiques fondamentales à cause d'une phrase qu'un ami m'a dit, donc je m'en souviendrai toujours en terminale. Donc à ce moment-là, j'hésitais justement à aller en PACES, donc pour devenir médecin et chirurgienne à cette époque-là. Et il m'a dit non, mais en fait, la classe préparatoire MPSI-MP, donc mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, est beaucoup plus dure que la PACES. Et donc en fait, je l'ai pris comme un défi. Donc initialement, quand j'ai été en prépa MPSI-MP, c'était tout d'abord pour devenir ingénieur BTP, double cursus architecture. J'y voyais là en fait l'opportunité de lier à la fois la créativité de l'architecte et à la fois la technicité de l'ingénieur. Par contre, j'ai eu une première expérience donc de stage dans ce domaine-là où j'ai pu voir qu'en fait, finalement, la partie créativité était effacée. Donc ça m'intéressait plus autant que ça. Et puis, donc il y a eu la réalité sociologique qui m'a rattrapée, qui était celle de la sécurité de l'emploi, où je me suis demandé est-ce que je voulais être, disons, enfermée dans le système académique où on avait le choix soit entre la recherche, soit entre l'enseignement, ou alors accéder en fait à un parcours, me construire un parcours un peu plus libre avec plus de choix. Et c'est là où en fait le choix de la finance s'est proposé naturellement, puisque la finance est présente partout. Elle est présente dans tous les secteurs, donc ça me laisse le choix de travailler à la fois dans le secteur agricole, comme dans le secteur du luxe, comme dans le secteur de l'aviation. Et c'est aussi une discipline qui permet de cerner comment fonctionne le monde, d'analyser les jeux de pouvoir. Et c'est aussi un instrument puissant, je pense, pour aider autrui, puisque c'est la finance qui va aider, je ne sais pas, les artistes, par exemple, à mettre en place leurs projets. Alors, je ne sais pas si j'ai
bien commencé ma carrière puisque juste après mon master en finance, j'ai décidé de prendre 6 mois pour lancer une activité associative à temps plein. Donc je ne pense pas que ça soit la voie, disons classique après un master en finance, là où tous mes collègues de promotion se destinaient à des grandes carrières chez Goldman Sachs, Rothschild, etc. Et mon besoin fondamental à ce moment-là n'était pas de faire de l'argent, mais c'était vraiment d'apporter ce que j'ai pu apprendre en fait durant tout ce parcours aux personnes de ma ville. Et ensuite donc est revenue donc l'idée ou la pression, je ne sais pas, de me réinsérer dans une activité professionnelle. Donc je suis revenue vers la finance. Du moins dans les expériences que j'ai eues, c'était de la rentabilité pour de la rentabilité. Et j'avais besoin que cette rentabilité-là serve des projets de terrain concrets. Infinite m'a aidée dans cette trajectoire dans le sens où ils ont cru en moi. Et je pense que c'était l'une des premières fois où j'exposais mon projet et où je me sentais comprise. Ne me culpabilisez pas de ce choix-là, à dire mais en fait tu es dans une carrière où tu peux tout avoir. Ça a été déjà un soutien énorme à ce moment-là de me sentir écoutée là où d'autres me disaient ce que tu es en train de faire est à la fois impossible et insensé. Donc chez Infinite, initialement, on est accompagné dès le départ et tout du long. Et ce qui a été vraiment un levier pour moi, c'est que les équipes d'Infinite sont extrêmement disponibles. Donc que ce soit des problématiques très logistiques de terrain, mais aussi des problématiques un peu plus intangibles sur des doutes existentiels ou des choix qu'on devrait faire. Y a toujours une personne qui va nous répondre dans l'heure. Mon parcours a renforcé de manière gigantesque mon engagement du côté de l'égalité des chances, puisque initialement, les obstacles auxquels j'ai été confrontée, ça a plus été des obstacles d'accès à l'information. Donc je rêvais grand effectivement sur ce que je voulais faire, mais je n'avais absolument aucune compréhension du monde, des écoles qu'il y avait, de par où je pouvais passer pour y arriver. Notamment, donc, par exemple, Sciences Po Paris, je l'ai connu lorsque j'étais en master de finance, ce qui est arrivé très tardivement. Moi, je pensais que c'était que de la science politique. Et donc, je me disais, bon, ben, c'est de la science politique, c'est une science sociale, j'y vais pas forcément. Alors que à Sciences Po Paris, on a beaucoup de disciplines. Donc, il y a de l'économie, on peut faire du journalisme, du marketing, du droit. Donc c'est justement parce qu'on n'a pas accès à l'information on est enclin à avoir beaucoup de stéréotypes sur les chemins où on peut aller, sur les personnes à qui on peut parler et aussi sur nos propres croyances. Et donc ça prend beaucoup plus de temps pour une personne qui n'a pas accès à ces informations-là et qui n'a pas les environnements adéquats très jeune de pouvoir faire ses choix. La personne qui a, disons, rendu la suite de mon parcours possible, ça a été justement mon oncle. M'a dit tu ne dois pas sacrifier ta vie pour tes parents, tu dois le faire pour toi. Et en fait, cette phrase-là, elle a, je pense, été un déclic fort dans mon existence, puisque en fait, j'ai une mère qui est handicapée. Et donc à ce moment-là, j'ai beaucoup culpabilisé de faire ce choix-là. Voilà. Pour moi, l'interdisciplinarité, c'est la capacité de relier les savoirs pour essayer de se rapprocher au mieux de la compréhension de la complexité du monde. Donc on me reproche toujours de partir dans tous les sens, mais je pense que c'est une vision de l'extérieur, puisque pour moi, de l'intérieur, ça fait beaucoup de sens. Je pense que tout est relié d'une manière ou d'une autre. Je pense que j'ai un parcours atypique parce qu'il a été libre, donc j'essaie au plus de me rapprocher de choix libres, mais la liberté n'existe pas. Je pense que mon plus gros moment de doute, ça a été le choix entre la vie artistique et le fait de me lancer dans une voie un peu plus hybride, donc où l'axe principal serait une activité professionnelle. Ma plus grande fierté, je pense que c'est le fait d'avoir réussi à me créer aujourd'hui un modèle qui me correspondait, entre à la fois la recherche qui a un aspect intellectuel de ma personne, à la fois donc continuer des activités artistiques et à la fois continuer de contribuer au monde à travers mon activité professionnelle.
Oui, je contacte des personnes sur LinkedIn lorsque justement leur parcours fait écho soit au mien, soit à justement quelque chose qui m'inspire. Et ça m'a beaucoup plus apporté de rencontrer de nouvelles personnes. Si je rencontrais la Sabia de 15 ans, je lui dirais d'entretenir toutes ses facettes, de les assumer pleinement et de ne pas se réduire à une dimension qu'on lui impose. Je dirais que mon mantra est les rêves tiennent éveillés, puisque même s'il y a des rêves qu'on imagine impossibles, ils nous guident quand même dans une direction et ça reste notre moteur pour avancer. Actuellement, je suis consultante en macroéconomie et politique publique pour la Banque mondiale, donc dont la mission est d'essayer de réduire la pauvreté dans le monde. Lorsque donc j'ai contacté Infinite, c'était avec ce projet-là, donc d'essayer de rentrer à l'UNESCO. Donc projet qui a pu voir le jour grâce à ce programme. Et ce qui me faisait en fait rêver, c'était justement l'alliance de la philanthropie au service de la culture et donc d'aider par la culture à diffuser des messages au service de la réduction des inégalités. Et pour finir, quelle est ta chanson préférée de Jennifer? Waouh